Donc je suis absolument ravie d'être là avec vous. Merci pour cette invitation. Le sujet de la présentation aujourd'hui, c'était quels traitements en 2023. En fait, je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte de ce qui s'est passé dans les 80 dernières années. C'est-à-dire que les traitements 2023, vous avez tous en tête les biothérapies. Je ne parlerai pas des inhibiteurs de JAK, je pense que d'autres personnes vous en parleront. Les biothérapies, on les a depuis 2020. On a l'impression que c'est simple, mais on ne se rend pas toujours compte du chemin qui a été parcouru sur ces dernières années pour en arriver jusque-là. On a bénéficié de progrès biotechnologiques absolument considérables. Et il est clair qu'avoir une polyarthrite rhumatoïde en 2023, avoir une spondyloarthrite en 2023, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passait dans les années, bien sûr, 50, 80, 90. Et je vous propose donc de faire un petit parcours ensemble pour revoir un petit peu ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas si ça marche. Très bien, c'est gentil. Ce sont mes liens d'intérêt. À vrai dire, il n'y en a pas vraiment pour un topo qui est historique. Allez-y. Donc, on va parler aujourd'hui de la polyarthrite rhumatoïde. Et puis, on terminera et on fera une ouverture sur la spondyloarthrite. C'est important de comprendre les mécanismes qui sous-tendent la polyarthrite rhumatoïde parce que c'est en connaissant bien la physiopathologie de ce rhumatisme qu'on a pu développer des outils thérapeutiques. Donc, vous savez que c'est un rhumatisme inflammatoire dont la problématique est qu'elle est destructrice, c'est-à-dire que si on la laisse évoluer, elle va abîmer les articulations en abîmant d'abord le cartilage, puis l'os qui est situé juste sous le cartilage. C'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent. En France, on considère que c'est à peu près 1% de la population, ça dépend un peu en fonction des pays, mais nous, en France, c'est à peu près 1%. Ça en fait le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent, devant la spondylarthrite ankylosante. Vous savez que c'est majoritairement une affection qui touche les femmes, mais pas que, ça existe aussi chez les hommes. Et il y a plusieurs pics de fréquence. Le plus fréquent est autour de 40 ans, mais ça peut débuter un petit peu plus tôt. Ça peut débuter à 20 ans, ça peut même débuter à l'adolescence. Et puis il y a des formes à début plus tardif, autour de 60 ans. Diapositive suivante. Donc, il faut comprendre comment se mettent en marche les phénomènes agressifs dans la polyarthrite rhumatoïde. Alors, nouveau challenge. Voilà, ça marche. Donc, vous avez ici représenté une articulation. Donc, vous avez, par exemple, on pourrait imaginer que c'est une phalange. Donc, vous avez l'os ici, d'une des phalanges, l'os en dessous de l'autre phalange, et puis vous avez ici le cartilage qui recouvre l'articulation, d'accord ? Et de façon naturelle et physiologique, eh bien, on a une membrane synoviale ici qui, vous le voyez, représentée en bleu, elle est très fine, naturellement. Et quand il existe une polyarthrite rhumatoïde, au lieu que cette membrane soit toute fine, elle devient très épaisse. Alors, on l'a représentée ici en rouge parce qu'elle est très vascularisée, donc elle est inflammatoire. C'est pour ça que les patients qui ont ce rhumatisme ont des douleurs. On appelle ça un pannus, c'est-à-dire que c'est une prolifération de la membrane synoviale, c'est-à-dire des synoviocytes qui composent la membrane synoviale. Et donc, cette prolifération, vous voyez, sur cette zone-là particulièrement, eh bien, va agresser le cartilage. Mais dans cette zone-là, vous voyez, il n'y a plus tellement de cartilage, il y a surtout de l'os. Et c'est pour ça qu'on va voir apparaître très rapidement des érosions à cet endroit-là. Je vais vous le montrer après sur des radios, parce qu'il n'y a plus le cartilage qui permet de protéger d'une certaine façon cet os. Diapositive suivante. Alors, quand on a une polyarthrite rhumatoïde, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les symptômes. Donc, c'est des douleurs qui apparaissent la nuit, ça réveille la nuit. Ça donne, merci, ça donne une raideur le matin. Donc cette raideur peut disparaître quand le traitement marche bien, mais elle peut persister même plusieurs heures le matin quand le traitement n'est pas efficace. C'est un rhumatisme qui touche majoritairement les petites articulations des mains, les poignets et les orteils. Donc c'est à ce niveau-là que les douleurs surviennent et qu'il existe une raideur. Et vous voyez ces déformations. Alors, j'ose plus trop toucher, mais attendez, je fais un peu, voilà. Vous voyez ici, cet aspect un petit peu en fuseau correspond à un gonflement articulaire, on le retrouve ici. Là, ce sont les articulations les plus fréquemment concernées par ce rhumatisme. Et si on laisse
l'inflammation persistait, eh bien, il va y avoir des destructions articulaires et puis des luxations qu'on dit en coup de vent, une luxation externe, donc des déformations qui peuvent être extrêmement invalidantes au quotidien. Alors, je vais vous montrer plus concrètement comment ça se présente au niveau de la membrane synoviale. Donc, vous avez bien compris cette inflammation au niveau de la membrane synoviale. Et vous voyez, ça va agresser la phalange sur le côté et vous allez pouvoir observer ces érosions osseuses. Et puis, il peut y avoir, là, ici, il y a souvent du liquide inflammatoire, donc ça va abîmer aussi le cartilage, et on peut observer un pincement du cartilage, c'est-à-dire l'espace ici va finalement se réduire. Parfois, ça se réduit complètement. Donc ça, c'est exactement ce qui peut se passer si on laisse les choses évoluer. Donc notre objectif, nous, comme rhumatologues, ça va être de proposer d'abord de faire un diagnostic très précoce, de proposer des thérapeutiques rapidement efficaces et d'incrémenter ces traitements ou de les changer jusqu'à ce que l'activité de la maladie disparaisse complètement. Alors, on voit, depuis l'avènement des biothérapies, majoritairement des polyarthrites rhumatoïdes qui sont même quasiment invisibles pour quelqu'un qui ne le sait pas. Mais moi, j'ai 57 ans, donc j'ai vu toute l'évolution pendant mon externat, mon internat, jusqu'à maintenant, et malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas bénéficié à temps des thérapeutiques par biothérapie et qui ont gardé des déformations de ce type avec ces fameuses luxations externes des articulations. Alors voilà comment ça se présente au plan radiologique quand ça évolue. Au départ, on a une articulation qui est normale, vous voyez, le cartilage est conservé, l'aspect de l'os est normal, et puis là, ça commence un petit peu à encocher, et puis surtout, vous voyez, à terme, ça peut pincer complètement l'articulation. Vous voyez la différence entre ici et ici, et puis vous avez cette encoche sur l'os. Une autre forme évoluée de la maladie que l'on redoute et que l'on veut essayer de ne jamais voir arriver, avec aussi une atteinte du poignet, avec tous les petits os du poignet qui sont pincés. On a une altération du cartilage à ce niveau. Merci. Alors ça, c'est un très vieux travail quand même, il a plus de 20 ans, mais enfin, il est important parce qu'il montrait finalement, avant qu'on ait des thérapeutiques réellement efficaces, on est en 99, c'est juste avant l'arrivée des anti-TNF. Donc à cette période-là, on a les corticoïdes et le méthotrexate, d'accord ? Et à cette période-là, ce travail s'était intéressé à regarder le retentissement de la polyarthrite rhumatoïde pour des patients qui souffraient de ce rhumatisme. Et assez logiquement, si malheureusement on n'était pas capable d'enrayer l'évolution de la maladie, eh bien vous voyez qu'il y avait un retentissement majeur dans plus de 50% pour 50% des répondants, avec une perte d'autonomie, un retentissement sur les loisirs, un retentissement sur la capacité à pouvoir utiliser les transports, qu'ils soient en commun ou même les transports plus usuels. Pour 20 à 25% des cas, il y avait une perte des revenus, une nécessité de changer de travail, et pour beaucoup de patients, la nécessité finalement d'avoir un statut de handicap, ce qui est vraiment un problème. Alors, si maintenant on va un petit peu plus dans la précision de ce qui se passe au niveau de la membrane synoviale. Donc, vous connaissez ce schéma maintenant, vous avez bien compris où se situait l'inflammation synoviale. Maintenant, au fil des années, il y a eu des travaux qui ont permis d'essayer de comprendre quelles étaient les protéines de l'inflammation qui étaient présentes au niveau de la synoviale et qui étaient toxiques pour la synoviale et surtout pour le cartilage et pour l'os dans cette localisation. Et une des premières qui a été identifiée, et on y reviendra tout à l'heure, c'était le TNF-alpha. Il y a aussi de l'interleukine 1, il y a de l'interleukine 6, il y a plusieurs protéines inflammatoires qui sont sécrétées en grande quantité dans l'espace synovial. Et si on veut résumer, alors c'est difficile de résumer la physiopathologie de la polyarthrite rhumatoïde en une slide, mais celle-ci est assez finalement simple, même si elle peut vous paraître un peu obscure dans un premier temps. En fait, ça vous montre les différents acteurs. Donc le chondrocyte, c'est la cellule qui constitue le cartilage. L'ostéoblaste et l'ostéoclaste, ce sont les cellules qui maintiennent la structure osseuse, si vous voulez. Et ensuite, bien, il y a les cellules vasculaires, les cellules graisseuses, les synoviocytes dont on a parlé, et puis toutes les cellules qui participent à l'immunité, qu'elles soient innées ou adaptatives. Vous avez certainement entendu parler des lymphocytes, il y a les lymphocytes B, lymphocytes T, les macrophages. Alors chacun
chacune de ces cellules va contribuer à sécréter des protéines inflammatoires qui vont avoir une action soit directe, soit indirecte par des intermédiaires, peu importe, et vont venir léser ces différentes cellules qui sont importantes pour l'homéostasie de l'articulation. Excusez-moi, je suis revenue en arrière. Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de refaire un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé. On a bien compris que l'articulation est fragile. Si l'inflammation persiste, on va abîmer l'os, on va abîmer le cartilage. Il y a des protéines de l'inflammation. Comment faire pour bloquer ces protéines de l'inflammation? Alors, on a beaucoup d'outils en 2023, mais encore une fois, je trouve important de se souvenir de ce qui s'est passé. Donc, on va faire une petite rétrospective de 80 ans, rien que ça. Ça va être rapide, ne vous inquiétez pas. Je vais vous libérer avant 19h ce soir. Aristote disait « La science consiste à passer d'un étonnement à un autre ». Je dois vous avouer qu'en rhumatologie en particulier, moi quand j'ai commencé mes études de rhumatologie, mes petits collègues me disaient « Pouf, qu'est-ce que tu vas faire en rhumatologie? Mais finalement, qu'est-ce que tu as comme traitement? Tu as des anti-inflammatoires et des corticoïdes. » Oui, ok, on en reparle en 2023. Et les corticoïdes, c'était pas si mal que ça. Alors, un petit quiz. Est-ce que vous savez quelles sont les personnalités célèbres qui sont malheureusement plus présentes avec nous aujourd'hui? Édith Piaf, j'ai entendu. Oui, très bien. Ouais. Renoir. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Renoir. Donc Renoir, en fait, vous reconnaissez ici, peut-être un petit peu quand même, certaines des images que je vous ai montrées pour les formes de polyarthrite rhumatoïde très avancées. Donc effectivement, Renoir avait une polyarthrite rhumatoïde. J'ai mis une vie de courage parce que franchement, lui, il est arrivé à une période où on n'avait pas beaucoup de traitements, pas du tout presque d'ailleurs. Et du coup, c'était des souffrances absolument incroyables. Donc en fait, sa maladie a démarré, donc il avait une polyarthrite rhumatoïde, sa maladie a démarré à peu près dans les années 1890, on est bien loin. Il avait alors 50 ans. Les douleurs au départ étaient assez modérées, puis la maladie a progressé. Il commence à avoir des difficultés majeures pour peindre, simplement 8 ans après le début de la maladie. À partir de 1902, il va commencer à se déplacer avec 2 cannes, puis avoir un déplacement obligatoire en fauteuil roulant à partir de 1910. Et ici, je vous ai mis le témoignage d'une de ses modèles quand il peignait, qui voyait donc Renoir au quotidien. Et elle disait « Mais comment peut-il peindre ?» Demandons-nous à cette femme. « Je lui place les pinceaux entre les doigts et je les retiens avec les cordons, les rubans que vous avez vus. Parfois, il tombe, je les lui remets. Mais ce qu'il y a de plus surprenant en monsieur Renoir, ce sont ses yeux de lynx. Parfois, il me dit d'enlever, là, sur la toile, un poil de brosse qui s'est collé. Je cherche, je ne trouve pas, et c'est monsieur qui me le montre, minuscule, caché dans un empattement. » Elle témoigne un peu plus tard en disant « En septembre de 1919, Renoir n'est plus qu'un squelette vivant, tourmenté par la douleur, un paquet d'os et de peau que rien ne peut apaiser que la peinture. » En fait, Renoir décédera en décembre 1919, il n'aura jamais cessé de peindre. C'était sa seule façon de combattre la douleur occasionnée par la polyarthrite rhumatoïde. Je pense qu'une vie de courage, c'est peu que de le dire. Édith Piaf, que vous connaissez bien, effectivement, elle avait elle aussi, si on faisait des grossissements sur certains films qui ont été proposés ou certaines photos, une polyarthrite rhumatoïde qui n'a pas pu beaucoup bénéficier des traitements, un peu de corticoïdes sur la fin de sa vie, mais elle a surtout eu besoin, pour tolérer la douleur, de prendre des doses massives de morphine, au point d'en avoir une dépendance vraiment pathologique, avec une consommation en plus d'alcool qui était assez importante. Et malheureusement, elle aura souffert toute sa vie et de la polyarthrite et des conséquences de la corticothérapie sur la fin, avec une ostéoporose et des fractures vertébrales. Raoul Dufy, également, autre peintre, donc, a souffert de polyarthrite rhumatoïde. Donc, vous voyez ici, à nouveau, ces déformations importantes. Vous voyez qu'il appuyait, il avait trouvé un système pour appuyer finalement son coude et pouvoir tenir les pinceaux et peindre. Il avait des grands pinceaux pour pouvoir essayer de corriger les déformations de la maladie. Et en fait, cette photo a circulé jusqu'aux États-Unis, en particulier à Boston,
où 2 médecins qui étaient fanatiques d'art et qui connaissaient Dufy ont vu ces photos et se sont dit ce monsieur doit avoir une polyarthrite rhumatoïde, on va le contacter pour essayer de lui proposer de faire un traitement par corticoïde, par cortisone à l'époque, on disait. Et en fait, c'est le médecin de Raoul Dufy qui a été contacté. Il a dit à Dufy, il faut absolument que vous essayiez ce traitement. Finalement, on n'a pas de traitement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous risquez? Il faut essayer. Et Raoul Dufy est parti aux États-Unis pour essayer ce traitement, voilà, qui va s'avérer absolument miraculeux. Et j'ai un peu de mal à les passer, mais ça va, voilà. Donc, en 50, il n'arrive plus à peindre. Il va à Boston. Donc il va prendre le bateau pour aller à Boston, sur les conseils de son propre médecin, pour rencontrer ces médecins qui lui proposent aux États-Unis de suivre ce traitement expérimental. Et ça va bien marcher. Ça va bien marcher, ça va lui permettre de repeindre. Malheureusement, à l'époque, on utilisait les corticoïdes à des doses, vous allez le revoir, je vais vous expliquer, vraiment très importantes. Et il est décédé d'une complication de la cortisone à très haute dose, qui était une hémorragie digestive. Et il est décédé en 1953 d'une hémorragie digestive. Je pense qu'il faut changer la pile, mais voilà, c'est gentil. Et du coup, quand même, comme il a pu retourner en France et continuer à peindre, il a fait cette œuvre qui est intitulée « La cortisone ». C'est les fleurs, comme un remerciement et puis une ouverture optimiste qu'il a dédié donc aux équipes médicales de la Mayo Clinic pour les remercier de lui avoir proposé ce traitement par cortisone. Alors la cortisone, on va revoir brièvement l'histoire de la cortisone. Donc en fait, la découverte de la cortisone, ça a conduit à 3 prix Nobel en fait. Donc Kendall et Reichstein, qui étaient des biochimistes, qui sont ceux qui ont été les premiers à isoler la cortisone à partir de glandes surrénales, et Hensch, qui lui était un médecin, rhumatologue, qui a eu l'idée de proposer la cortisone à des patients qui avaient un rhumatisme inflammatoire avec une inflammation importante. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, quand les 2 premiers biochimistes découvrent le composé, à l'époque ça s'appelait composé F ou E, en fait ils ont découvert tous les 2 la cortisone à 1 an d'intervalle, par des voies différentes, mais c'est arrivé au même résultat, à partir des glandes surrénales de veau. Le problème, c'est que pour arriver à obtenir 1 gramme de cortisone à partir des glandes surrénales de veau, eh bien il fallait tuer 20 000 veaux pour 1 gramme, ok? Bon, donc c'était absolument pas possible de faire ça, et donc ils ont continué à réfléchir, et puis ils ont pu, finalement, c'est Kendall qui a réussi en 1944, donc 10 ans plus tard quasiment, à faire la synthèse biochimique, du coup, de la cortisone, et puis Reichstein a fait la même chose 2 ans plus tard. Donc il y avait une possibilité, cette fois-ci, d'avoir des doses beaucoup plus importantes de cortisone, sans avoir à tuer ces pauvres bêtes. Voilà. Mais enfin, ils ont quand même eu le mérite de comprendre déjà un peu ce qu'était cette hormone. Donc Hensch qui était un médecin, va lui essayer d'utiliser ces traitements dans différentes affections avec une inflammation, et donc il a participé aux travaux et il va avoir un prix Nobel pour ça. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'idée va venir d'utiliser la cortisone dans les rhumatismes inflammatoires. Alors pourquoi? Il y avait différents arguments. C'est qu'en fait, il pensait qu'il avait observé que certaines patientes avec une polyarthrite rhumatoïde avaient la maladie qui démarrait, par exemple, au moment de la ménopause. Il s'est dit, il y a un contexte hormonal, et pourquoi pas essayer cette hormone? Peut-être que ça pourrait marcher. Et en fait, c'était une excellente idée. Là, je vous ai remis des articles de l'époque qui montraient vraiment que des patients et patientes ayant ce rhumatisme inflammatoire avaient un nouvel espoir de traitement, enfin même un espoir tout court, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Et donc, il y a eu pas mal de revues de journaux, ça a fait la une des journaux pour essayer de montrer ça. Donc, en fait, à l'époque, vous savez, on a notre congrès français qui s'appelle l'American Congress of Rheumatology, qui se tient tous les ans aux États-Unis. Certainement, vos rhumatologues vous en ont parlé. C'est là qu'on vient pêcher toutes les informations, les scoops sur les thérapeutiques de la polyarthrite rhumatoïde.
Et à l'époque, bon maintenant, quand on y va, on est à peu près entre 12 et 15 000, hein, d'accord? Le monde entier se réunit. À l'époque, ils n'étaient pas aussi nombreux. Mais Hensch avait voulu montrer les premiers résultats. Il avait essayé le traitement sur un patient ayant une polyarthrite rhumatoïde, et il a présenté les résultats ici, dans cette salle célèbre. Et c'est là que je vais avoir besoin de votre aide. Je pense qu'il faut cliquer. Et je vais vous montrer comment, le film qu'il a... Il faut donc cliquer sur l'image, une première fois. Voilà. Et puis probablement une deuxième fois. Ah, c'est la technique, hein, c'est dur. Voilà. Et après sur le play. Et donc, il a convié un patient traité par corticoïdes à essayer, ce qui se dit n'a aucune importance. Ça, c'est juste vraiment, c'était le programme de la journée où Hensch a présenté donc ses résultats. C'est l'endroit où la démonstration a été faite. Et donc, ils vont demander à un patient d'essayer de monter sur un petit escalier. Ils vont le présenter avant qu'il ait le traitement par corticoïdes et après. C'est presque lève-toi et marche. Là, il n'a pas la cortisone. Après 2 jours et demi de traitement. Après 8 jours de traitement. J'ai vu ce film, j'étais externe dans le service de rhumatologie de l'hôpital Cochin. J'avais jamais oublié ce film, ça m'a profondément marqué. Et j'ai beaucoup bataillé pour essayer de le récupérer. Je l'ai récupéré par la Mayo Clinic, par un rhumatologue historien. Et voilà, ça vous montre... je pense qu'on a tous utilisé de la cortisone, peut-être vous personnellement. Quand on voit ça, on se dit, mais à l'époque, c'est une vraie révolution. C'est la première révolution thérapeutique qui est apparue dans le cours de la polyarthrite rhumatoïde. Ça a fait la une de tous les journaux. Ça a été vraiment miraculeux pour les patients. Voilà. Alors malheureusement, c'était utilisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des doses qui étaient très importantes, avec les effets secondaires. Mais au moins, ça a permis aux patients quand même de pouvoir remarcher, et c'était formidable pour eux. La cortisone. Donc après, il y a eu des améliorations, et évidemment, ça a été plus simple. Alors, oui. Voilà, ce sont donc les coupures de journaux qui ont relaté ce qui s'était passé pour montrer l'amélioration formidable de ce patient atteint de polyarthrite, qui pouvait courir à la fin quand même, hein. Alors, la deuxième révolution, très rapidement, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier, c'est le méthotrexate. Alors, le méthotrexate, c'est quand même quelque chose qui a permis aussi, et il y a beaucoup de patients qui peuvent être parfaitement équilibrés avec leur polyarthrite rhumatoïde, avec le méthotrexate, si tant est qu'il soit utilisé à une dose correcte. Donc, en fait, c'est un médicament qui interfère avec le métabolisme de l'acide folique. Donc, au départ, c'était utilisé en fait plutôt dans les leucémies, à des doses qui n'ont absolument rien à voir avec celles qu'on utilise, nous, en rhumatologie. Et puis, il y a eu des idées de pouvoir utiliser, mais à des doses beaucoup plus faibles, ce médicament, ou un dérivé de ce médicament, dans les phénomènes inflammatoires, puisqu'on se disait que finalement, si c'était capable de toucher certains lymphocytes dans la leucémie, ça pourrait certainement être intéressant dans un rhumatisme inflammatoire où il y a plein de lymphocytes dans la synoviale. Donc ça a été utilisé à des doses beaucoup plus faibles, d'abord sur 6 patients avec une polyarthrite rhumatoïde, et en fait sur les 6 patients, ça a été essayé en 1951, il y en avait 5 sur les 6 qui ont eu une réponse vraiment très nette, voilà, sauf que c'était un précurseur du méthotrexate qu'on utilise actuellement, avec une toxicité aussi quand même hématologique, même si le traitement était utilisé à beaucoup plus faible dose que dans la leucémie. Et donc il y a eu des améliorations biochimiques. Après, on a utilisé un composé dérivé de l'aminoptérine. Et 25 ans plus tard, il y a eu 4 essais randomisés contre placebo qui ont démontré l'efficacité de la polyarthrite rhumatoïde. Vous voyez, c'est ce travail, donc publié en 1985. C'était la deuxième révolution thérapeutique dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. On voit le mot low dose, donc bien précisé. Alors, absolument, low dose, Voilà. parce qu'à l'époque, l'essai, il est à 7,5 mg de méthotrexate. Vous savez, après, ça a été la pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on
on commençait à traiter, on avait un petit peu peur quand même de ces médicaments-là, donc on commençait tout doucement, et puis après on passait à 10, à 12,5. Moi j'ai connu ça, hein, j'ai connu cette phase ascensionnelle. Et après on s'est dit mais c'est pas bien de faire dans ce sens-là, parce que pendant qu'on monte tout doucement nos doses, ben, les patients ils ont leurs articulations qui s'abîment. Donc on s'est dit on va inverser la pyramide, c'est-à-dire au lieu de commencer tout doux et puis d'augmenter, on va taper fort d'emblée, et puis après si on atteint la rémission, eh ben, on va réduire les doses. Voilà. Par contre, des doses qui sont très inférieures à celles qui sont utilisées en cancérologie. Ah, puis ça n'a rien à voir. Voilà. En cancérologie, c'est 20 fois la dose. Voilà. La troisième révolution, bah, vous la connaissez, hein, bien entendu, on y arrive tranquillement, ce sont les anti-TNF, et puis plus largement les biothérapies. Donc, je vous ai montré tout à l'heure que le TNF faisait partie des protéines de l'inflammation qui étaient présentes dans ce fameux panus synovial, avec une action délétère d'une part sur les chondrocytes, ça va abîmer les chondrocytes, ça va les détruire, donc vous allez avoir une dégradation du cartilage. Ça va avoir une action sur les ostéoclastes en les activant. Et les ostéoclastes, c'est les cellules qui vont venir grignoter l'os. Donc, effet délétère également sur l'os et effet délétère sur les cellules endothéliales, c'est-à-dire sur la paroi des vaisseaux, avec une activation de l'inflammation. Donc, il est devenu assez rapidement évident qu'il fallait essayer de cibler le TNF. Alors, il y avait des arguments aussi. Vous savez, en recherche, on commence toujours par les petites souris. Les petites souris, parce que c'est quand même un bon modèle. Il y a beaucoup d'homologie entre la souris et l'homme, finalement, sur le code génétique. Et donc, il y avait des modèles qui étaient des modèles transgéniques pour le TNF. Ça veut dire que c'était des petites souris qui exprimaient, après des modifications génétiques, des grandes quantités de TNF. Et comme par hasard, quand une petite souris elle fait beaucoup de TNF, eh ben, elle va faire des arthrites sur les pattes. On le voit absolument bien. Et donc, très vite, les gens qui ont mis au point ces modèles se sont dit... il faudrait bloquer le TNF. Si on bloque le TNF, on va améliorer probablement les gonflements articulaires. Et bien entendu, ils ont commencé à faire ça chez la souris. Ils ont fabriqué un anticorps thérapeutique anti-TNF, mais complètement de souris. Et dans le modèle de la petite souris, la souris n'avait plus d'arthrite. Voilà. Après, toute la difficulté a été de passer chez l'homme. Comment mettre un anticorps thérapeutique qui est fabriqué chez la souris, chez l'homme ? Un peu compliqué. Alors, ça marche comme ça, hein, les bloqueurs du TNF, les anti-TNF, certains d'entre vous sont peut-être dans cette salle traités par ces médicaments. Donc le TNF, c'est une protéine de l'inflammation qui est circulante. Souvent, elle se rapproche, il y a 3 sous-unités qui vont se rapprocher. Elles vont se fixer sur le récepteur du TNF et à l'intérieur, il va y avoir toute une cascade de signalisation qui va conduire à des phénomènes inflammatoires. Donc l'idée, c'est de bloquer la fixation de cette protéine sur son récepteur. Alors on a différentes façons de faire, avec des anticorps, soit des anticorps monoclonaux, soit des espèces de leurres, qui sont des récepteurs solubles et qui vont empêcher le TNF de faire son action pro-inflammatoire. Madame, il est interdit de filmer. Oui. Alors, il y a eu des travaux qui ont montré que, effectivement, après le modèle de souris, si on prenait des petits morceaux de synovial de patients qui étaient, par exemple, opérés pour une chirurgie et qu'on mettait ces synoviocytes en culture, eh bien, effectivement, il y avait beaucoup de TNF aussi dans la synoviale de patients ayant une polyarthrite rhumatoïde et que l'inflammation était un petit peu bloquée si on mettait ces anticorps dans la culture. Et donc, l'idée était vraiment de mettre au point un anticorps anti-TNF qu'on pourrait administrer à l'homme. C'était ça l'idée. Ce sont les 2 personnes qui ont largement contribué à l'histoire des anti-TNF. Ils ne sont toujours pas prix Nobel à ce jour-là. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Feldman et Meini, qui ont beaucoup travaillé sur cette découverte des anti-TNF sur des modèles de souris initialement. Alors, en même temps qu'on comprend le rôle du TNF, on met en place des modèles de souris, on arrive à améliorer l'inflammation en prenant des anticorps de souris qui dirigeaient contre le TNF. Il va y avoir une histoire satellite d'une firme qui, à l'époque, s'appelle Centocor et qui pense pouvoir traiter les chocs septiques en utilisant un anticorps dirigé contre les endotoxines. C'est des protéines qui sont fabriquées par les bactéries quand on a une infection et qui peuvent conduire au décès. Et donc l'idée de la firme, c'était d'utiliser un anticorps monoclonal dirigé contre l'endotoxine. Donc en fait, dans cet anticorps, la firme avait utilisé un bout de souris qui reconnaît l'endotoxine et le reste qui était
un anticorps humain, ce qu'on appelle des anticorps chimériques. Donc ils avaient mis au point par génie génétique, on va dire, cet anticorps, et ils ont fait un essai dans le choc septique qui est un échec. Ça n'a pas marché dans le choc septique. Mais ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que Meini et Feldman, qui cherchaient à mettre au point un anticorps qui serait dirigé contre le TNF, eh bien, a dit, je vais contacter Centocor et je vais leur demander si, au lieu de faire un anticorps dirigé contre l'endotoxine, est-ce qu'ils seraient d'accord pour mettre au point un anticorps dirigé contre le TNF. Et ça va fonctionner. Centocor va suivre. C'est révolutionnaire. Vous imaginez, à l'époque, on va traiter des patients avec une molécule, un anticorps thérapeutique qui comprend certes un peu d'anticorps humain, mais il y a au moins 25% de son anticorps qui est fait avec de la souris. Donc il fallait que les patients soient d'accord pour accepter ça. À l'époque, maintenant ça nous semble complètement naturel. Hein. Voilà. C'est l'équivalent de l'infliximab, d'accord ? Maintenant, il n'y a plus de souci, on l'utilise sans aucun souci. Mais à l'époque, ce n'était pas dans les mœurs. Donc, il reste 5 minutes. Oh oui, ça sera fini même avant. Merci. Et donc, ils vont essayer chez des patients ayant une polyarthrite rhumatoïde, qui sont volontaires, ils ont une forme de polyarthrite tellement sévère qu'ils sont prêts à accepter d'utiliser ce traitement. Donc, les premiers essais de cet anticorps thérapeutique, ça s'est fait à Londres, au Charing Cross Hospital. En fait, c'est fait dans les règles de l'art à l'époque, c'est-à-dire que pour certains patients, on injecte le médicament, et pour certains autres patients, on met un placebo. Hein. C'est ce qu'on appelle une étude randomisée contre placebo sur un petit nombre de patients. Mais en fait, le placebo, il ne servait à rien, parce que les infirmières, tout de suite, elles ont compris qui avait le médicament et qui ne l'avait pas. D'accord ? Ça a tellement bien marché qu'elles ont tout de suite capté où était le placebo et où était le traitement. Ça, c'est le Charing Cross maintenant. Vous voyez, ça a un petit peu évolué. Et voilà, donc c'était les premiers essais ensuite ont pu être faits. Alors à l'époque, chez l'homme, ils l'ont utilisé, vous voyez, à 20 mg kg, alors que maintenant, dans la polyarthrite rhumatoïde, on l'utilise à 3 mg kg. Donc c'était des doses très importantes, mais voilà, après on a amélioré les choses au fil de l'eau, et il y avait 70% d'amélioration dans cet essai des articulations douloureuses et gonflées. Donc c'était un franc succès, et jusqu'à cette publication en 1993 qui montre l'efficacité, vous voyez, retrouver Meini et Feldman, le grand succès de ce traitement dans la polyarthrite rhumatoïde. Ça a conduit ensuite à son autorisation par la FDA, et puis ensuite les extensions d'utilisation, puisque maintenant on utilise les anti-TNF pas que dans la polyarthrite rhumatoïde, on l'utilise dans la maladie de Crohn, dans la rectocolite hémorragique, dans la spondylarthrite, le rhumatisme psoriatique. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais voilà. Et puis ensuite, ça a été le chemin, parce qu'une fois qu'on avait compris comment construire un anticorps thérapeutique, au départ avec un bout de souris et un bout d'homme. Après, bien sûr, les années ont passé, on a amélioré les biotechnologies et on a été capable de faire des anticorps thérapeutiques totalement humains, d'abord humanisés puis totalement humains. Et ça a été ainsi possible d'utiliser ces traitements pour cibler soit des protéines de l'inflammation, donc vous connaissez les anti-TNF, je vous en ai parlé, mais on peut cibler aussi l'interleukine 6, on peut cibler l'interleukine 1, on peut cibler l'IL-17, l'IL-23, ça s'est démultiplié. Et puis ensuite, au lieu de cibler une protéine de l'inflammation, on s'est dit on va cibler une cellule, et donc on a mis au point des anticorps qui reconnaissent des récepteurs à la surface des cellules, et que quand cet anticorps se fixe sur le récepteur, la cellule qui porte le récepteur est détruite ou inhibée. Et de cette façon, on a pu trouver des molécules capables de détruire les lymphocytes B, qui sont très importants dans la synovite rhumatoïde, ou alors de calmer l'activation des lymphocytes T. Là, on parle du rituximab, ici on parle de l'abatacept, l'Orencia. Donc vraiment, au fil de l'eau et de l'amélioration des technologies, on a pu adapter de nouveaux traitements pour la polyarthrite rhumatoïde. Et puis ensuite, on est sorti, bien entendu, du champ, et en parallèle, en fait, on est sorti du champ de la polyarthrite rhumatoïde pour appliquer ça également à la spondyloarthrite. Bon, c'est petit, vous ne voyez pas très bien, mais ça vous permet de voir que dans la spondylarthrite, bien entendu, on utilise ces traitements par biothérapie quand les anti-inflammatoires ne marchent pas ou quand, dans les formes périphériques, le méthotrexate n'est pas suffisant. On a recours aux anti-TNF, aux anti-IL-17 ou aux anti-IL-19, selon la forme clinique de la maladie. Pascal Claude-Pierre vous en parlera beaucoup plus dans le détail que moi demain. Moi, je trouvais important de vous présenter toute l'histoire de hier jusqu'à aujourd'hui, hier de 80 ans, de même plus de 80 ans, les progrès considérables qui ont été faits pour pouvoir traiter efficacement la polyarthrite rhumatoïde. Donc, en conclusion, la polyarthrite rhumatoïde, vous avez bien compris que c'est
une maladie qui touche, dont la cible est la synoviale en premier, avec une inflammation vraiment très importante, qui comporte des cellules et des protéines de l'inflammation qu'il va falloir cibler avec nos nouvelles thérapeutiques. Il y a également, ce n'était pas le sujet aujourd'hui, un terrain génétique et des facteurs d'environnement qui interviennent. Les révolutions thérapeutiques que je vous ai présentées ont changé complètement la vie des patients. Et la naissance de la première biothérapie appliquée à l'APR, donc c'était ces anti-TNF, ont largement dépassé le champ de la rhumatologie, puisque maintenant ce sont aussi des thérapeutiques utilisées dans d'autres domaines, en dermato, en cancéro. Donc ça a été vraiment, quand on dit révolution, c'est un faible mot, parce que ça a complètement bouleversé le paysage thérapeutique des patients. Voilà, je vais m'arrêter là, et si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Merci, professeur Miceli, pour ce panorama historique qui est vraiment extrêmement intéressant et qui nous a permis de voir la chance que nous avons de bénéficier des traitements qui sont à notre disposition maintenant. Merci d'avoir partagé avec nous aussi ce film que vous êtes procuré difficilement. C'était vraiment très émouvant, je trouve. Et puis j'ai reconnu aussi votre petite touche d'artiste dans les références des patients atteints de polyarthrite. Voilà, nous avons quelques minutes pour des questions. Qui veut poser une question? Oui, il y a une personne juste là. Oui, il y a des Merci. Voilà, merci déjà pour tout l'exposé qui apporte quand même un peu des lumières. Moi, je suis dans la situation suivante, pour le PR depuis 8 ans, traité par Métoject, bien fonctionné, 15, puis 12, puis 10, avec des prises de sang régulières qui chaque fois démontrent un foie fragilisé, mais on n'en a pas fait état. Et là, suite à un autre souci, on me fait des investigations et là on découvre une cirrhose du foie et après avoir éliminé toutes les causes possibles, on en arrive à dire que les méthotrexates ont favorisé cette cirrhose du foie. Donc c'est très très récent pour moi, je suis un peu déboussolée quand même. J'ai stoppé mes métaux toute seule il y a 6 semaines, j'ai réussi à me maîtriser, mais c'est revenu depuis une dizaine de jours. Donc, j'avais de la cortisone, je me suis remise là-dessus et j'ai revu mon rhumatologue hier, qui bien sûr me dit on arrête les méthotrexates maintenant, qui me propose Plaquenil, avec quand même un suivi ophtalmologique sérieux, puisque Madame, il semblerait qu'au niveau des yeux, ça me pose problème. Alors, posez votre question, on n'a pas beaucoup de temps. Ben ouais, mais moi, du coup, je suis perdue, quoi. Alors, c'est difficile de répondre comme ça à des cas individuels. Est-ce que je peux vous dire qu'une cirrhose induite par méthotrexate, en je ne sais plus combien d'années d'exercice, des centaines de patients que j'ai vus, j'en ai jamais vu. Hein. Donc, c'est quelque chose qui avait été, je veux dire, une action directe, un effet que le méthotrexate exclusivement en cause dans une cirrhose. C'est une situation que je n'ai jamais vue. C'est quelque chose qui a été craint, mais qui finalement, au fil de l'utilisation, a montré que a priori, il doit y avoir autre chose. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il peut y avoir des infections virales, des choses qui sont parfois difficiles à mettre en évidence, qui peuvent interférer. En gros, le méthotrexate, vous voyez, pour ceux qui en utilisent, que vous surveillez votre bilan hépatique effectivement au début de façon rapprochée, puis après tous les 2 ou 3 mois, parce que ça peut faire monter effectivement les enzymes hépatiques. En général, ça le fait dans les 6 premiers mois du traitement, et après, c'est exceptionnel que ça se mette en place. Ceux qui montent leurs enzymes hépatiques sous traitement, ce sont en général ceux qui ont un foie stéatosique, c'est-à-dire un foie un petit peu avec un foie avec un peu de graisse à l'intérieur. C'est souvent des patients qui sont un petit peu en surcharge pondérale. Voilà, mais de là à conduire à la cirrhose, voilà, après je ne connais pas votre dossier, il faudrait le faire en aparté. Mais globalement, le but de ce que je vous dis là, c'est de rassurer les personnes qui sont là. On connaît très bien le méthotrexate, maintenant on l'utilise vraiment très bien, même si vous avez vos enzymes hépatiques qui montent jusqu'à 2 fois la normale, ça ne nous inquiète pas, on poursuit en surveillant. Au-dessus de 2 fois, on arrête, on fait une fenêtre et puis on reprend une dose inférieure. Mais normalement, c'est quelque chose déjà qui arrive très rarement et on arrive parfaitement à contrôler tout ça. Merci pour votre réponse. Une autre question là-bas.
Allez-y, parlez fort. Non. Ah oui. Alors la question des régimes alimentaires, je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question. En fait, nous, on est obligés de rester sur des éléments scientifiques. Non pas qu'on ne pense pas que l'alimentation puisse jouer un rôle sur une inflammation à minima, mais en même temps, on n'a absolument aucune démonstration que le fait de faire un régime sans gluten, si vous n'avez pas une maladie cœliaque, bien entendu, hein, ou de faire un régime avec une exclusion lactée, ou de faire un régime X ou Y, puisse améliorer votre polyarthrite rhumatoïde. Donc, les recommandations au jour d'aujourd'hui, c'est avoir une alimentation équilibrée, suivre un régime plutôt méditerranéen, c'est que dans les études qui ont été publiées, c'est celui qui peut-être a un petit effet anti-inflammatoire, et éviter les aliments ultra modifiés qui, eux, ont la capacité d'induire une inflammation digestive. Donc voilà, ça c'est les recommandations. L'exclusion du calcium, surtout pas du lait, parce que c'est la meilleure façon de pourvoir une ostéoporose, alors même que vous avez une maladie inflammatoire qui peut la favoriser, et alors même que vous avez peut-être eu à un moment de votre vie un traitement par corticoïde qui favorise aussi l'ostéoporose. La conférence de 17h30 est sur l'alimentation, donc vous aurez un peu plus d'informations tout à l'heure. Peut-être une dernière question avant qu'on poursuive avec le professeur Avoie qui est arrivé. Ah. Je resterai un petit peu après si vous voulez poser des questions en aparté après. Madame. Merci beaucoup pour votre exposé. Vous avez parlé donc de la ménopause notamment et le fait qu'il y ait beaucoup de femmes concernées par la polyarthrite. Bon, pour ma part, c'est arrivé au décours de la grossesse. Donc j'ai toujours cette question au niveau des hormones, s'il y a des traitements possibles au niveau hormonal ou... bon, j'ai aussi un facteur génétique, mon frère est aussi atteint de polyarthrite. Donc, bon, je voudrais savoir s'il y a quelque chose au niveau des hormones qu'il est possible de faire. Alors, la réponse est que oui, il y a des facteurs hormonaux qui interviennent probablement ou dans le déclenchement de la maladie ou dans l'exacerbation de certaines poussées. Alors, en général, sur les variations hormonales, par exemple, le fait de mener une grossesse, c'est plutôt bien pour la polyarthrite rhumatoïde, alors que, par exemple, dans une autre maladie auto-immune comme le lupus, ça a plutôt tendance à induire des poussées. Donc la grossesse, en général, se passe bien. Il y a souvent des effets, enfin, il peut en tout cas y avoir des effets rebonds à la fin de la grossesse. Mais ce n'est pas au point de dire on va moduler l'ambiance hormonale pour pouvoir traiter la polyarthrite. Ça fait partie des nombreux, c'est une maladie multifactorielle, hein, la polyarthrite rhumatoïde, avec, comme on l'a vu, des facteurs génétiques, le tabac, l'environnement, les facteurs hormonaux, certainement des choses qu'on n'a même pas encore identifiées, peut-être certains aliments, on ne sait pas encore, très bien. Mais chaque élément a un effet trop petit pour qu'on puisse dire on va mettre tel ou tel traitement hormonal pour empêcher les poussées de la polyarthrite. Donc oui dans la cause, mais non dans le sens je vais pouvoir avoir un traitement qui va corriger ma polyarthrite. Merci. Allez, encore une petite et puis après ça sera fini. Bonjour. Je voulais savoir combien de temps il faut attendre avant de voir l'effet bénéfique d'une biothérapie. Et est-ce qu'on peut s'attendre à 100% plus de douleur, quoi? Zéro douleur à la fin. C'est le rêve de tout le monde. Alors, le délai, ça va dépendre de la biothérapie que vous avez. Si vous avez un traitement par anti-TNF ou par abatacept ou par anti-L6, en général, on considère qu'à 3 mois, on a atteint, on se base sur les essais thérapeutiques pour dire ça. C'est-à-dire qu'en général, on a une augmentation dans les essais progressifs du nombre de patients qui répondent jusqu'à 3 mois, et après 3 mois, on ne gagne plus beaucoup. Donc on juge à 3 mois pour ces biothérapies-là. Pour le rituximab, c'est souvent plus long. Des fois, ça met 4 mois, 5 mois. Est-ce qu'on peut espérer zéro douleur? Oui. La réponse au traitement, si vous voulez, c'est gaussien sur un plan statistique. C'est-à-dire, il y a évidemment ceux qui ne répondent pas, ça c'est embêtant, mais on a moyen dans la polyarthrite de changer les traitements. Il y a la majorité des patients qui répondent correctement, c'est-à-dire nous on a des critères, c'est-à-dire on a au moins 50% de réduction des articulations douloureuses et gonflées
Voilà, c'est pas à 100%. Et puis, on est à l'extrémité de la gaussienne où les gens n'ont plus rien du tout. Ils sont en rémission complète. Simplement avec la biothérapie et souvent combinée avec le méthotrexate. Donc, voilà, on n'a pas toujours une réponse absolument complète d'emblée. Donc après, nous, notre travail, c'est d'essayer de compléter ce qui ne va pas, parce que notre objectif, c'est d'avoir une rémission vraiment complète, c'est-à-dire pas d'AD, pas d'articulation douloureuse, pas d'articulation gonflée, pas d'inflammation sur la prise de sang. Et là, on va voir, soit on va maintenir ce traitement en s'aidant d'infiltration, par exemple, soit on va se donner encore un petit peu de temps, soit si vraiment ce n'est pas suffisant, on va changer de traitement. Mais les objectifs aujourd'hui, vous avez dû entendre parler du treat to target, c'est vraiment zéro inflammation, zéro destruction. C'est notre objectif, mais on n'y arrive pas toujours. C'est très individu dépendant. Merci beaucoup, professeur Miceli, pour la qualité de votre intervention, Avec de plaisir. vos réponses.